Au début des années 2000, un étudiant en géologie participa à une excursion dans la plus grande mine de charbon à ciel ouvert du monde, en Colombie. En ramassant une pierre, il remarqua qu'il y avait des marques de feuilles préhistoriques dessus. Ensuite, il trouva d'autres pierres et elles portaient toutes le même motif. À l'époque, l'étudiant ne pouvait pas savoir que sa découverte permettrait de décrire le plus grand serpent qui ait jamais vécu sur Terre. Il présenta ses découvertes à un scientifique local qui invita les savants du Smithsonian Institute à une chasse aux fossiles. Il n'était pas très surpris, il savait qu'il y avait des fossiles dans les fosses de Cerrejón. En 1990, un autre géologue y avait trouvé un fossile et le lui avait apporté. Incertain, il l'avait catalogué sous le nom de branche pétrifiée. Des années plus tard, un paléontologue vit une image de cette branche. Il savait que ce n'était pas une branche, mais la mâchoire fossilisée d'un animal. Le scientifique fut si excité par cette découverte qu'il décida de voyager jusqu'en Colombie. Il voulait examiner le fossile, mais personne n'avait la clé de sa vitrine. Impatients, les scientifiques présents brisèrent la vitre et confirmèrent qu'il s'agissait du fossile d'un animal ayant vécu il y a des millions d'années. Grâce à cette nouvelle découverte, ils étaient maintenant certains qu'il y avait d'autres fossiles dans la région. Il fallut environ 2 ans à l'équipe pour comprendre que les fossiles provenaient d'un serpent géant et non d'un crocodile, comme ils l'avaient pensé tout d'abord. Ils purent le confirmer en examinant les vertèbres et les côtes d'environ 30 serpents géants. Tu te dis peut-être que des fossiles seraient vite détruits dans une mine de charbon. Mais en fait, c'est le charbon même qui, en formant une couche, les avait préservés. Malheureusement, nos scientifiques ne retrouvèrent pas le crâne du titanoboa. Contrairement aux mâchoires qui sont extrêmement puissantes grâce à leurs muscles, les os des serpents sont plutôt fragiles. Ils s'effritent généralement bien avant que les sédiments ne puissent les recouvrir. Mais les chercheurs réussirent quand même à mettre la main sur 3 fragments de crâne. Grâce à eux, ils réalisèrent une réplique grandeur nature de la tête du serpent, ce qui étaya leur théorie selon laquelle il s'agissait de l'un des plus grands prédateurs de son époque. Tu commences un peu à flipper ? Ne t'inquiète pas, moi aussi. Ils établirent également que le serpent était apparenté aux boas et aux anacondas modernes. C'est ainsi que le titanoboa obtint son nom. C'est un boa titanesque. L'énorme serpent fut officiellement décrit en 2009. Le titanoboa a vécu il y a environ 60 millions d'années, 6 millions d'années après la disparition du tyrannosaure. À l'époque, c'est en Amérique du Sud qu'il prospérait, dans la région aujourd'hui occupée par la Colombie et le Pérou. Il était presque aussi long qu'une piste de bowling et 2 fois plus long que le plus grand serpent vivant aujourd'hui. Et il était aussi lourd que 4 anacondas géants. S'il est devenu aussi grand et aussi lourd, c'est grâce à des circonstances favorables. Les serpents sont des animaux à sang froid, ils ont donc besoin d'un climat chaud pour se développer. Le nord-est de la Colombie était parfait. Il faisait environ 32 degrés Celsius à l'époque où vivait le titanoboa. Le titanoboa n'était pas très rapide, surtout sur Terre, mais il passait beaucoup de temps dans l'eau ou sur les rives. Notre ami pouvait nager à une vitesse pouvant atteindre les 19 km/h. Comme les serpents actuels, il était souple et pouvait rapidement changer de direction. Les scientifiques ne savent toujours pas s'il pouvait grimper aux arbres. Les paléontologues pensent que le titanoboa avait une peau brunâtre ou grisâtre. C'était la couleur parfaite pour se cacher dans les rivières des forêts tropicales. Mais après tout, je ne vois pas pourquoi il aurait eu besoin de se cacher étant donné sa taille. Le plus grand serpent de tous les temps n'était pas venimeux, mais cela ne l'empêchait pas de chasser toutes sortes d'animaux. Et même s'il pouvait manger à peu près n'importe quoi, son repas favori était probablement le poisson. Ouf! Les scientifiques se sont basés sur son palais, ainsi que sur le nombre et la forme de ses dents pour en conclure. On ne pourrait toutefois pas recréer le régime alimentaire de ce géant, car les poissons qu'il dévorait ont tous disparu. Quand il avait envie d'autre chose, le titanoboa mangeait des reptiles. Il s'approchait furtivement de ses proies et les terrassait d'un coup sec. Sa morsure était très particulière. Ses mâchoires permettaient au titanoboa de serrer le corps de sa proie, de sorte qu'elle ne puisse pas s'échapper. Elle avait aussi une belle rangée de dents fines et pointues. Elles étaient repliées vers l'intérieur comme des hameçons. Cette petite caractéristique permettait au titanoboa de bien accrocher sa proie et d'empêcher toute fuite, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Il pouvait très probablement avaler de grandes tortues et des crocodiles avec facilité.
Tout cela semble plutôt effrayant, mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Les titanoboas ont disparu depuis longtemps, pas vrai? Eh bien, techniquement, comme les températures sur Terre augmentent, il est tout à fait possible que les serpents se mettent à grossir. Ils aiment beaucoup la chaleur, ils devraient donc se sentir à l'aise. Il s'agirait bien sûr de serpents différents, mais il n'est pas impossible qu'ils aient quelques ressemblances avec le titanoboa. Mais avant de penser à t'échapper sur une autre planète, dis-toi que ces énormes serpents auraient besoin d'énormes proies pour se nourrir. Ces géants préféreraient capturer et avaler de très gros animaux. Nous serions en général tout simplement trop petits pour eux. Donc, à moins que le serpent ne soit vraiment affamé, il ne perdrait pas son temps à chasser des amuse-gueules. En outre, comme tous les serpents, le titanoboa possédait un odorat fin et délicat et vivait dans des conditions très particulières, en plus d'être très sensible aux vibrations. Une odeur trop forte, trop de bruit, un climat trop froid, trop sec ou trop humide, et le serpent allait voir ailleurs, à moins d'être vraiment désespéré. Donc, si tu vis dans une grande ville, tes chances de rencontrer un serpent comme le titanoboa sont d'environ 0%. Pour les zones rurales, c'est différent, mais notre géant n'envisagerait très certainement de ne vivre que près de l'équateur. Et nous avons déjà des serpents géants dans les régions les plus chaudes du monde. Le python améthyste, un serpent constricteur ovipare, est un gentil géant. C'est le plus grand serpent de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Australie. Il peut atteindre la taille de 8,50 m et peser jusqu'à 35 kg, ce qui est à peu près aussi lourd qu'un dalmatien. Les pythons améthystes sont assez curieux et se glissent parfois dans les maisons en Australie, mais ils sont plutôt inoffensifs pour les humains. Ils se nourrissent généralement de rongeurs, de chauves-souris et d'oiseaux lorsque ceux-ci viennent s'abreuver dans les ruisseaux. Pour chasser, ils savent se tenir à l'affût. Ils ont des capteurs de chaleur dans le creux de leur museau qui leur permettent de repérer plus facilement les animaux à sang chaud qui font leur régal. Le python de Seba est l'une des 11 espèces vivantes du genre python. C'est actuellement le deuxième plus grand serpent de la planète. Cet énorme serpent brun peut faire jusqu'à 6 mètres de long et peser environ la moitié d'un panda géant. Il prend ses repas très au sérieux. Il peut en effet capturer une antilope et la manger d'une seule bouchée. Même les crocodiles ont peur de cette bête, qui n'hésitera pas à s'attaquer à eux. En 1958, un zoologiste a trouvé un jeune crocodile du Nil de 1 mètre de long dans l'estomac d'un python de Seba. Selon le scientifique, le python aurait dit « Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve tout cela difficile à avaler. » Ce n'est pas vrai, bien sûr. Les pythons sont muets, c'est du moins ce que nous pensons. Le python réticulé détient le record du plus long serpent vivant du monde. Le plus grand d'entre eux est même entré dans le livre Guinness des records en 2011, avec une longueur de 8 mètres. Son nom est Medusa, et il vit dans un zoo de Kansas City, dans le Missouri. Un python réticulé adulte est capable d'avaler un humain en entier, en une bouchée, sans rien mâcher. Mais ces serpents sont la plupart du temps assez paisibles et préfèrent rester tranquillement couchés. Il existe des pythons nains beaucoup plus petits que ceux dont nous parlons, mais les pythons réticulés nains sont quand même assez imposants. Il est possible d'en adopter un de 2 mètres comme animal de compagnie. Et oui, on considère bien ça comme du nanisme, même si nous sommes assez petits à côté d'un tel animal. Moi, je crois que je vais garder mon hamster. Tu te réveilles au milieu de la nuit à cause du téléphone qui vibre. Tu sais quelle heure il est ? Tu demandes dans ton sommeil. Mais ensuite, tu te lèves en sursaut. Prends tes affaires et va dehors. Ils viennent te chercher dans 10 minutes, dit une voix masculine à l'autre bout du fil. Tu sors de chez toi et tu regardes un petit hélicoptère descendre sur ta pelouse. Tu pénètres à l'intérieur et tombes nez à nez avec une scientifique qui est là. C'est une spécialiste de l'archéologie et de la paléontologie. Alors que l'hélicoptère décolle, elle te dit que quelque chose de terrible s'est produit sur une île en Amérique du Sud et que tu y pars tout de suite. L'opération étant secrète, on te demande de laisser ton téléphone portable. L'hélicoptère s'éloigne de la ville endormie dans la nuit et atterrit à l'aéroport. De là, tu es transféré dans un avion et tu t'envoles vers la côte de l'Amérique du Sud. Tu atterris sur une petite île et un guide te conduit à une Jeep qui attend à proximité. Pendant plusieurs heures, toi et d'autres scientifiques roulez à travers la jungle tropicale. La route se termine et tu continues ton voyage le long d'un chemin étroit. Tu remarques que plus tu avances, plus c'est calme. Les oiseaux ne chantent pas, même les feuilles des arbres ne bruissent pas. La jungle se termine enfin et tu te retrouves sur la côte.
Il y a beaucoup de tentes avec du matériel scientifique, des gens et des voitures. Plusieurs personnes en costume noir te guident vers des arbres qui sont tombés. Tu te retrouves au milieu d'une grande tranchée qui mène à l'océan. La tranchée commence dans la forêt, juste au niveau des arbres tombés. À en juger par sa taille, un train aurait pu passer par ici. Mais la vérité est bien plus effrayante. Après quelques recherches, tu confies aux gens que la créature qui a laissé une trace pareille s'est éteinte il y a environ 60 millions d'années. La créature qui a déraciné tant d'arbres est le plus grand serpent qui ait jamais vécu sur Terre. Toi et les autres devez découvrir comment ce reptile a réussi à survivre et où il se trouve maintenant. Le titanoboa vivait habituellement dans les forêts tropicales près des marécages. Apparemment, il habite sur cette île, mais quelque chose a forcé le serpent à ramper vers l'océan. Tu examines attentivement la tranchée, puis les arbres tombés, et tu constates que le serpent n'était pas seul. Il se battait contre quelque chose d'aussi grand que lui. Tout le monde te regarde en état de choc. L'instant d'après, un rugissement assourdissant vient de l'eau. Fendant la surface de l'océan comme un dauphin monstrueux, un mosasaure émerge des profondeurs. Cet énorme reptile a vécu il y a 145 à 65 millions d'années dans presque toutes les eaux du monde. Il ressemble beaucoup à un crocodile, possède des écailles lisses et sombres, une nageoire au bout de la queue et des nageoires à la place des pattes. Il mesure 17 mètres de long, soit la taille d'un immeuble de 5 étages, et pèse environ la moitié d'un wagon de métro. Et cet énorme dinosaure parcourt les eaux près de la côte en ce moment même, devant toi. Avec ses grandes nageoires, il crée des vagues qui emportent plusieurs tentes sur la rive. Les gens sur l'île se dispersent dans toutes les directions. Plusieurs bateaux et yachts chavirent. Les gens sur les canaux de sauvetage se précipitent vers le rivage. Le mosasaure était l'un des prédateurs les plus redoutables, non seulement dans la mer, mais aussi sur Terre à l'époque du Crétacé. Aucune créature n'osait attaquer ce monstre, si bien que sa population s'est répandue dans le monde entier. Il n'avait pas l'habitude d'être dans la peau d'une proie, mais maintenant, on dirait que le dinosaure a rencontré un adversaire de taille. Le mosasaure plonge à nouveau dans l'eau comme s'il fuyait quelque chose. À quelques centaines de mètres, tu remarques le corps long et lisse du titanoboa. Il s'est étendu de toute sa longueur et nage après le mosasaure. Le serpent mesure 17 mètres de long. C'est 1,5 fois de plus qu'un wagon de train. Le plus grand serpent de la planète s'attaque au dinosaure sous-marin le plus effrayant, et tu en es témoin. Le titanoboa s'enroule autour du prédateur marin et le traîne jusqu'au rivage. Avec ses nageoires adaptées à la mer, le grand dinosaure sera en désavantage sur Terre. Mais il a des poumons, pas des branchies. Il a besoin d'air pour respirer. Alors le combat continue. Le serpent et le lézard se retrouvent tous deux sur le rivage. Tu les observes depuis les arbres à proximité. Le serpent serre fort son adversaire et gagne. Mais le mosasaure parvient à pousser la tête du titanoboa sur le sable avec sa nageoire. Le serpent laisse partir son ennemi et le mosasaure retourne dans l'eau en rampant, car il y est plus rapide et plus agile que le serpent. Le titanoboa se glisse derrière son rival. Le combat se poursuit sous l'eau. Le mosasaure parvient à s'éloigner du rivage et à se cacher parmi les récifs et les algues. Grâce à ses écailles sombres, il est presque invisible. Le serpent passe à la nage et le mosasaure lui saute dessus par derrière. Ses mâchoires puissantes s'ouvrent largement comme celles d'un serpent. Il s'accroche à son adversaire. Le titanoboa réagit immédiatement et s'enroule autour du dinosaure. Il mord la queue munie de nageoires avec ses crocs géants. Les deux animaux colossaux sont maintenant coincés et ne savent pas quoi faire. La force de compression de ce serpent est équivalente au poids de tout le pont de Brooklyn qui s'écraserait sur une voiture de tourisme. Le mosasaure est piégé et il commence à donner des coups de pied et à balancer ses nageoires. Il commence à tourner autour de son axe, enveloppé par le serpent. La rotation de deux reptiles géants dans la mer crée un énorme entonnoir dans l'eau. Des bancs entiers de poissons qui nageaient autour se retrouvent piégés dedans. Le titanoboa est étourdi par ce manège. Il perd sa concentration et ouvre ses mâchoires. Le lézard utilise toute sa force pour se libérer et le serpent s'éloigne à la nage. Maintenant, le dinosaure poursuit son adversaire. Le titanoboa émerge de l'eau près du rivage. Des hélicoptères volent autour de l'île et filment ce qui se passe. Des yachts et des petits bateaux de pêche naviguent vers le site de cette bataille de titans. Le titanoboa sort de l'eau en rampant et s'apprête à disparaître dans la jungle. Mais le mosasaure l'attrape au dernier moment. Il a 2 rangées de dents dans sa mâchoire supérieure. L'une d'elles est située plus près du pharynx.
Cette rangée permet au dinosaure de retenir sa proie lorsque celle-ci résiste. Le duel continue sur Terre. Les arbres autour des deux monstres explosent en morceaux. Le titanoboa s'enroule autour de son ennemi, ouvre son énorme gueule, attrape la queue du dinosaure et commence à l'avaler lentement. Le mosasaure comprend la stratégie du grand serpent et commence à se débattre. Le serpent bloque ses mouvements. Alors, le dinosaure creuse dans la plage de sable. Après un instant, une grande fosse apparaît sous les monstres. Le sable entre dans les yeux du serpent et il lâche son adversaire. Le mosasaure rampe à nouveau lentement vers l'eau. Et le titanoboa ne se précipite pas pour l'attraper. On comprend alors que les reptiles sont fatigués. Le mosasaure s'éloigne du rivage et fixe le serpent. Depuis le rivage, il ressemble à une énorme bûche. Deux yeux de la taille d'un ballon de football fixent intensément le serpent. Le titanoboa s'allonge sur le sable et respire fortement. Puis, il s'étire de toute sa longueur et regarde le mosasaure. Le long corps du serpent se plie lentement, ses muscles sont tendus. Le reptile se prépare à bondir. Le dinosaure se dirige lentement vers le rivage. Il grogne et rame avec ses nageoires. Comme un phoque, il patauge dans l'eau peu profonde vers le titanoboa. Le serpent se déroule comme un ressort vers l'ennemi. À grande vitesse, les deux prédateurs se cognent la tête. Le choc est si fort qu'ils perdent leur repère et s'éloignent l'un de l'autre. Maintenant, chacun d'eux a l'impression d'avoir perdu. Le dinosaure pagaille lentement dans l'eau et le serpent retourne dans la jungle. Les monstres sont fatigués de se battre. Il n'y a pas de gagnant. Toi et le reste des observateurs restez debout, la bouche ouverte, dans un silence complet. Vous regardez autour de l'île et remarquez des arbres avec des branches cassées partout. Dans les profondeurs de l'île, tu trouves une chute d'eau et d'énormes pierres humides. Il y a de grandes rayures sur beaucoup d'entre elles. D'une manière ou d'une autre, il y a des millions d'années, de nombreux reptiles anciens ont réussi à survivre aux catastrophes mondiales sur cette île. Et maintenant, il n'en reste que deux. Tu conclus que le mosasaure et le titanoboa se battent l'un contre l'autre depuis des années. Bientôt, ces reptiles reprendront des forces et continueront leur lutte éternelle. Tu décides de quitter l'île avant que cela n'arrive. On dirait un simple jardin, n'est-ce pas? Zoom juste un peu. Encore un petit peu. Ok, un peu à droite. Non, à ta droite. Bingo! Qu'est-ce que tu vois? Une brindille? Attends. Ah, voilà. Ça, c'est du camouflage. La mante est une bête dans le monde des insectes. Son menu préféré, les autres insectes. Et les oiseaux, et les grenouilles. Et même les souris. Ces mini-machines ont plein de formes et de couleurs et se trouvent un peu partout dans le monde. La plupart d'entre elles sont vertes ou marron pour pouvoir se camoufler dans leur environnement. Mais d'autres préfèrent les couleurs flashy et sont toujours sur leur 31. Ces puissants insectes sont les meilleurs amis des fermiers puisqu'ils engloutissent toute la vermine et tous les parasites et nettoient les terrains cultivés. Ah, ces bonnes vieilles menthes! Regarde un peu, elle se déplace sur une autre branche. Ses grandes pattes avant lui servent de grappin pour attraper n'importe quelle proie. Ses pattes sont pourvues de griffes aiguisées et être capturé par une mante ne doit pas être bien agréable. La puissance de ses pattes arrière lui permet de se jeter sur tout ce qui a l'air appétissant. Impossible de s'en échapper. En plus d'avoir l'air méchant, elles sont rapides, comme des éclairs. Elles capturent leur repas sans aucun effort. Remarquable. Et elles n'aiment pas perdre leur temps. Elles commencent à dévorer leur proie alors qu'elle est encore bien vivante. Burk! Mais assez parlé des mantes. Passons au sol. Regarde ce serpent dans l'herbe. Un petit animal sournois. C'est un petit serpent d'environ 30 cm seulement et il suit un régime très strict. Des insectes, des oiseaux et des souris. Il se déplace vers l'arbre sans savoir que la mante l'attend, camouflée en brindilles. La mante voit tout. Elle peut tourner sa tête de 180 degrés pour avoir la vue parfaite. Elle a 2 yeux composés entre lesquels se situent 3 yeux simples. Elle n'a pas peur de te regarder droit dans les yeux. Le serpent continue d'avancer sur le tronc et s'approche de la mante. Leurs regards se croisent. Le serpent s'élance sur la mante et mord ses pattes. La mante glisse et tombe de l'arbre. Elle parvient à se retenir à une petite branche et retrouve l'équilibre.
Elle adopte alors sa position de guerrière. C'était rapide, aucune préparation, aucun échauffement, rien. Le serpent retourne sur ses pas et ils sont de nouveau face à face. Ils s'observent. Qui va attaquer en premier ? D'habitude, la mante lève ses pattes avant et ouvre ses ailes pour avoir l'air plus grosse lorsqu'elle est attaquée. Tu te souviens de Karate Kid ? C'est exactement ça. Mais pas aujourd'hui. Elle a assez confiance en elle contre ce minuscule serpent. De son côté, le serpent ne sait pas à quoi s'attendre. Il n'a jamais fait face à une créature aussi étrange auparavant. C'est une petite branche, mais appétissante. C'est perturbant. Une seconde plus tard, le serpent s'élance à nouveau. Il ouvre sa mâchoire et essaie de mordre la mante, mais il rate. La mante l'esquive facilement, attrape le serpent par le cou et essaie d'en croquer un bout. Mais le serpent se libère malgré les griffes pointues que la mante a sur ses pattes. Le serpent est libre, mais le mal est fait. Les griffes de la mante ont percé la peau épaisse du serpent. Un point pour la mante. Le serpent n'abandonne pas tout de suite. Il surprend la mante avec un coup bas. Mais la mante parvient à l'esquiver avec un petit saut et projette le serpent au sol. Cette mante ne s'est pas laissée faire. Chaos technique, si tu vois ce que je veux dire. Le serpent n'avait aucune chance. La situation aurait été un peu différente si la mante avait croisé un frelon. Là, ça devient intéressant. Une bête volante avec un gigantesque dard contre une bête de combat rapide avec des pinces. Ok, on a le temps, allons-y. La mante se met en position défensive sans bouger. Elle tourne la tête dans tous les sens et examine l'air et la terre avec ses 5 yeux. Elle observe et attend. Pour l'instant, rien. Rien au sol et rien dans le ciel. Soudain, une ombre traverse l'horizon. La mante n'a pas eu le temps de voir ce que c'était. Encore un bourdonnement et une couleur vive, cette fois par l'arrière. Quelque chose est en train de la taquiner en essayant de l'affaiblir psychologiquement. Mais elle ne bouge pas. Une vraie mante ne se laisse pas surprendre. Cette fois, le frelon passe juste à côté. Le bourdonnement de ses ailes ressemble au bruit d'un mini-hélicoptère. La mante est prête et elle contrôle son équipement. Elle regarde ses pattes avant pour s'assurer qu'elles sont au point. C'est un jeu de patience. Qui va flancher en premier ? Le frelon descend en piqué et tente de piquer la mante. Mais elle est rapide, assez rapide pour réussir à s'écarter, mais pas assez pour attraper le frelon. Il faudra attendre qu'il s'approche de nouveau. Elle sera prête. La mante doit tout chronométrer. Si elle trouve l'angle parfait, elle peut attraper le frelon et l'abattre. Mais le frelon est trop intelligent. Il attaque de tous les côtés et à des vitesses différentes. La mante a l'habitude d'embusquer ses opposants. Attendre de se faire piquer n'est pas son activité favorite. Mais elle est assez rapide pour pouvoir éviter toutes les attaques. Une autre tentative. Le frelon attaque par derrière et assomme la mante. Il tente de la piquer, mais il la rate. La mante y voit une occasion et elle se relève. Mais l'une de ses pattes arrière est abîmée. C'est un grand avantage pour le frelon. Car la mante a besoin de ses pattes arrière pour attaquer ses proies. Elle chancelle un peu et essaie de ne pas laisser voir sa faiblesse. La rapidité et la contre-attaque ne sont plus une option. Mais heureusement, le frelon n'est pas aussi rapide qu'un serpent. Même sans les pattes arrière, la mante a encore de la force. Le frelon revient à la charge depuis un autre angle et essaie de piquer la mante, qui change de position et parvient à l'esquiver. Mais elle n'arrive toujours pas à attraper son adversaire. Le frelon s'envole très haut et profite de la gravité pour attaquer à très grande vitesse. Il rate encore une fois l'objectif, mais l'impact abîme l'autre patte de la mante. Elle ne peut plus bouger. On dirait qu'il n'y a plus d'issue et que la mante ne pourra plus s'échapper. Le frelon tente l'attaque définitive, mais la mante parvient à l'attraper. Sans l'usage de ses pattes arrière, elle n'arrive pas à le maîtriser totalement. Le frelon parvient à se défaire un peu de la prise. Il essaie de s'envoler pour se mettre en sécurité. Le poids de la mante le retient. Plus il lutte, plus la mante prend le dessus avec ses pattes à griffes. Elle pince le frelon de plus en plus fort et ses griffes le transpercent de plus en plus profondément. Elle saisit cette opportunité et commence à mordre le frelon.
lui aussi a une mâchoire puissante et se met à mordre. Un petit moucheron observe la scène de loin, pétrifié par la terreur. « Oust, la mouche, tu n'as rien à faire ici, c'est dangereux, va-t'en !» La lutte s'interrompt car le frelon parvient à s'échapper en rampant. En rampant, pas en volant. La menthe a réussi à lui abîmer les ailes. Elle puise dans ses réserves d'énergie. Elle rampe jusqu'au frelon et l'attrape par derrière. De cette façon, le frelon ne pourra pas la piquer ou la mordre. Il ne peut pas voir ce qui se passe. Il est sans espoir. Les pinces de la menthe sont bien trop serrées. La menthe commence à mordre. Elle a beau avoir une mâchoire plus petite que celle des frelons, mais elle est rapide et tout aussi puissante. Je n'aimerais pas être dans cette situation. Le frelon essaie de ramper, de voler, de se jeter de la branche. Rien n'y fait. Il succombe aux pinces de la menthe et à son appétit insatiable. Une autre incroyable victoire pour la super menthe. Alors, le collège, c'était pas si dur comparé à ça, non? Serpents, crocodiles, gros lézards, rien de bien méchant. Je veux dire qu'ils sont moins effrayants en Ah! Ok, je retire ce que j'ai dit. Le varan crocodile est le seul reptile, en plus du serpent, qui a la langue fourchue, sans compter les télémarketeurs. En fait, cette langue les aide à capter les odeurs. On les appelle aussi varans arboricoles. Donc si tu te crois plus en sécurité en grimpant dans un arbre, alors que l'un d'eux te court après, tu seras surpris de le voir grimper bien plus vite que toi. Ils sont assez agressifs, mais heureusement, ils vivent très loin, quelque part dans les montagnes de Nouvelle-Guinée. Ce n'est peut-être pas le dragon géant que tu as vu dans ce film fantastique la semaine dernière, mais le dragon de Komodo reste assez effrayant. Le plus grand lézard vivant à même une île qui porte son nom. Si jamais tu te trouves en Indonésie, 150 kg, 3 mètres de long, ça vaut vraiment le coup d'œil. De loin. Ce lézard géant creuse d'énormes trous où il pond ses œufs. Dès que les plus jeunes ont pris assez de force, ils quittent le nid et grimpent sur l'arbre le plus proche. Non pas parce qu'ils sont rebelles, mais pour éviter d'être mangés par leurs propres parents. En effet, les dragons de Komodo mangent parfois d'autres dragons de Komodo. C'est comme ça. Oh! Cette tortue a tendance à briser les stéréotypes. On dirait qu'un dinosaure a essayé de saboter la fête d'Halloween des tortues. Une carapace striée, une peau rugueuse et une morsure incroyablement puissante. Ça, ce n'est définitivement pas une tortue ordinaire. Elle vit dans les marécages et les lacs d'eau douce et c'est la plus grande et la plus méchante de toutes les tortues serpentines. C'est aussi la plus lourde, la plus grosse jamais trouvée, pesait près de 113 kg. À cause des algues qui poussent sur leur carapace, on a tendance à les confondre avec des rochers dépassant de l'eau. Enfin, un film d'horreur mettant en scène une tortue dans le rôle du méchant. Elle chasse la nuit et mange littéralement tout ce qu'elle trouve. Serpents, opossums, oiseaux, écureuils, autres tortues et, le plus surprenant, également de petits alligators. Je ne crois pas que je ne retournerai jamais me baigner dans un lac. Passons aux serpents. De petits yeux perçants, une peau au motif coloré, tout le contraire du serpent aveugle de Madagascar. Ces petits reptiles ressemblent à des vers de terre roses et maigres, et tu ne risques pas d'en croiser dans la nature car ils vivent sous terre. Ils ont une très mauvaise vue et ne voient que des ombres floues. C'est pourquoi ils chassent principalement à l'odeur. Ces serpents mesurent une trentaine de centimètres de long et ils vivent sur tous les continents, sauf en Antarctique. Et en parlant de reptiles, on ne peut pas laisser de côté le cobra. Jaune, noir, rayé, il en existe de tous les genres, mais il y en a un qu'il vaut mieux espérer ne jamais rencontrer, le boss, le cobra cracheur rouge. Celui-là ne te mordra pas pour t'injecter son venin. Il a une approche un peu plus grossière. Il contracte les muscles autour de sa glande à venin et le crache directement dans le visage de sa victime. Cette tactique est bien plus effrayante qu'une bonne vieille morsure. Mais il y a un hic. Ce venin n'est pas efficace s'il atterrit sur ta peau ou même s'il entre dans ta bouche. Pour agir, il doit pénétrer dans tes yeux. Ouf! Je veux dire, ce n'est pas comme si un animal pouvait viser aussi bien. Surtout si tu es en train de courir, non? Eh bien, une expérience a été menée où ces cobras cracheurs ont réussi à atteindre les yeux d'un chercheur protégé par des lunettes avec un résultat de 10 sur 10. Et toujours à propos des serpents, non, à propos des tortues, en fait il y a une tortue à cou de serpent. Si tu en vois une se balader, tu pourrais penser que c'est un serpent qui a emprunté la maison d'un ami. Mais non,
Le cou de cette tortue fait presque la moitié de sa taille totale. Imagine si on avait tous des coups comme ça. Non merci. Elle vit surtout dans les zones humides ou marécageuses. Certains les appellent les tortues qui puent. Et tu vas vite comprendre pourquoi si tu en taquines une qui a passé une mauvaise journée. Elles peuvent cracher un liquide nauséabond à plus d'1 mètre. Le crapaud cornu, aussi appelé crapaud Pac-Man par certains fans bizarres, ont un corps rond et flasque avec un ventre et une bouche assez gros. Il y en a de différentes couleurs comme orange, rouge ou blanc. Ce crapaud est assez paresseux et n'aime pas grimper ni même bouger. En revanche, il a des dents qu'il n'hésite pas à utiliser si tu tentes de le toucher. Heureusement, il n'est pas venimeux, mais tu n'as sûrement pas envie d'avoir un de ces animaux suspendu à ton doigt, je me trompe ? Et voici le gavial. C'est l'un des crocodiles les plus étranges qui soient. Regarde ce museau ridicule. Eh bien, il lui est très utile quand il essaie d'attraper du poisson. Contrairement aux crocodiles qui traquent leur proie et les attaquent, le gavial ressent des vibrations dans l'eau. Il balance ensuite un coup de tête d'un côté à l'autre et c'est sushi time. Leur mâchoire compte plus de 100 dents. Le gavial passe la plupart de son temps dans l'eau, mais il en sort parfois pour se reposer s'il fait assez beau. Il a juste besoin d'une rivière à l'eau douce et claire pour être heureux. Lézards, serpents, grenouilles, écartez-vous s'il vous plaît. Les tortues prennent lentement mais sûrement le dessus dans cette vidéo. Je te présente la tortue à nez de cochon. C'est encore une autre tortue d'eau douce, mais cette fois avec un long museau et 2 énormes narines. Cet étrange museau lui permet de respirer pendant que le reste de son corps reste sous l'eau. Ainsi, elle peut rester cachée. Elle est également à l'abri de tout danger sous-marin, car son ventre ressemble au reflet des arbres voisins. Cette tortue n'a pas changé de tactique de camouflage ou d'apparence depuis 140 millions d'années, c'est-à-dire bien avant que les dinosaures ne disparaissent. La couleuvre à nez de feuille a un corps très allongé et un curieux nez qui ressemble à une feuille courbée. Ce serpent Pinocchio vient de Madagascar et vit dans les arbres, où tu pourrais facilement les confondre avec une branche. Il se repose la journée et sort la nuit pour se nourrir de délicieux petits reptiles, de grenouilles et d'oiseaux. Imagine-toi sur une plage tropicale de sable blanc, la mer, les cocotiers, les palmiers et les iguanes. Oui, ces animaux sont partout sur le sable, dans les arbres, sur les murs. Ils vivent du Mexique au Brésil et aiment se prélasser au soleil. Mais ce n'est pas seulement un passe-temps. Ils ont besoin de la lumière du soleil pour sa vitamine D qui les aide à absorber les nutriments de leur nourriture. Mais détends-toi, les iguanes ne sont pas dangereux tant qu'ils ne se sentent pas menacés. Et s'ils le sont, eh bien, ils ne sont pas venimeux. Mais ils ont des dents pointues qui peuvent causer de sérieux désagréments. Oh, et tu vois ces petits lézards qui perdent leur queue quand on essaie de les attraper ? Eh bien, c'est pareil avec les iguanes. Le lézard apode est souvent confondu avec un serpent. En fait, il a perdu ses pattes au cours de millions d'années d'évolution. Les serpents les ont aussi perdus, mais bien avant eux. Il existe néanmoins de réelles différences entre eux. Si tu t'approches d'un lézard apode, tu verras qu'il cligne des yeux. Les serpents, eux, n'ont pas de paupières. C'est une membrane transparente qui protège leurs yeux. Les serpents ont en fait une queue plus courte, alors que les lézards apodes, en fait, ils sont surtout faits d'une grande queue. Bon, eh bien te voilà prêt pour le quiz de lundi prochain sur les reptiles. Tu as remarqué que les tortues étaient très présentes dans cette vidéo. Donc voyons-en une dernière, la tortue de la Mary River, qui a l'air juste géniale. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une tortue avec la coupe de Joker, mais elle a un petit secret. Ce ne sont pas ses vrais cheveux, mais ce sont des algues. En 2009, les habitants d'Ishikawa au Japon ont vu tomber un type de pluie que personne n'avait jamais vu auparavant. Il pleuvait des têtards. La première explication fut que le vent ce jour-là était si puissant qu'il avait soulevé et emporté tous ces têtards dans les airs. La deuxième explication fut que de gros oiseaux comme les mouettes les avaient simplement lâchés en volant vers leur nid. Certains scientifiques pensent que ces créatures ont été soulevées du sol par une trombe marine et qu'elles sont retombées en pluie plus tard. D'ailleurs, ce jour-là, les gens avaient trouvé non seulement des têtards, mais aussi des grenouilles et des poissons à la place des flaques d'eau habituelles. Et oui, il peut aussi pleuvoir des vers. Certaines personnes prétendent même avoir vu des pluies de serpents. Au secours! C'était au printemps de 1876 dans le comté de Bath, Kentucky. Madame Crouch fabriquait du savon dans la cour de sa maison quand elle a soudain remarqué qu'il s'était mis à pleuvoir de la viande. Ce n'était pas de la viande hachée, mais de gros morceaux de viande de 7,5 cm de diamètre qui tombaient directement sur elle. 2 personnes eurent assez de courage pour goûter cette viande d'origine inconnue et elles dirent qu'elle avait un goût d'agneau ou de cerf. Mais ce n'étaient pas des experts en gastronomie car il s'agissait en fait de bœuf.
Des phénomènes similaires ont été signalés en Europe également, et la seule explication logique à ces averses de viande est que les rapaces qui survolent le pays laissent parfois tomber des morceaux de leur déjeuner. Sans ce lest, leur corps est plus léger et ils volent plus facilement. Comme j'aimerais qu'il pleuve un jour des beignets. La pluie n'est pas un phénomène rare à Oakville, Washington, mais l'étrange averse qui s'abattit un jour sur ses habitants n'a toujours pas été expliquée. Au lieu des gouttes de pluie habituelles, les gens virent des boulettes translucides, ressemblant à de la gelée, tomber du ciel. On attesta de leur présence sur environ 50 km². Ceux qui se sont approchés de cette étrange pluie ont dit qu'ils se sentaient mal le lendemain. Des scientifiques ont étudié ces gouttes et se sont rendus compte qu'elles contenaient des globules blancs humains, mais d'autres tests ont montré plus tard que ce n'était pas vrai. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir de méduses évaporées ou simplement de déchets provenant d'un avion commercial. Une chose très semblable s'est produite en 2012 à Dorset, au Royaume-Uni. Pendant une tempête de grêle, des gens ont trouvé des boules de gélatine au milieu de grêlons. Des chercheurs ont recueilli ces boules gluantes et les ont stockées dans un réfrigérateur pour les étudier plus tard. Mais il s'est avéré que ce n'était pas nécessaire car elles ne fondaient pas à température ambiante. Personne n'est encore sûr aujourd'hui de l'origine de ces boules. La première explication fut qu'il s'agissait des œufs d'un animal aquatique transporté par des oiseaux dans le ciel. Des tests ultérieurs ont révélé que la substance gélatineuse était un produit chimique qui servait à l'imperméabilisation de nombreux articles commerciaux, comme les câbles. L'Australie est célèbre pour ses araignées et pour effrayer les gens. Celles-ci ont même appris à pleuvoir. Les pluies d'araignées sont une chose assez courante en Australie et elles sont dues à un mode de déplacement appelé le ballooning. Elles grimpent aux arbres, puis filent des brins de soie et se laissent ensuite emporter par le vent. En général, les gens ne les remarquent pas, mais quand il fait humide, des centaines d'araignées grimpent se mettre à l'abri. On dit que lorsqu'il pleut ou qu'il neige, il est possible d'apercevoir des araignées flotter avec leurs toiles comme de petites montgolfières. Si tu te rends un jour sur le Mékong, tu auras probablement la chance de voir des boules lumineuses sortir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants les appellent les boules de feu des Nagas. Leur taille peut varier, elles peuvent être aussi petites qu'une cerise et aussi grandes qu'une pastèque. La nuit, tu peux voir des dizaines et parfois même des milliers de boules de feu. Les scientifiques ne savent pas encore expliquer ce phénomène, mais il s'agit probablement de gaz inflammables libérés par l'environnement marécageux. Pourtant, une superstition locale prétend que tout cela est dû à un serpent géant qui vit dans le fleuve. La trombe marine est une tornade qui ne se produit pas sur Terre mais sur l'eau. La vitesse de cette trombe peut être très élevée. L'eau est aspirée et partiellement tirée vers le haut. Même des poissons et des tortues sont entraînés dans les airs. En fait, les pluies de poissons peuvent aussi être expliquées par ce phénomène météorologique. La même chose peut se produire avec de la neige. Mais c'est vraiment rare. Il n'existe que 6 photos de trombes de neige, dont 4 ont été prises en Ontario. Ce phénomène météorologique nécessite que l'eau soit suffisamment chaude pour produire du brouillard et que la température de l'air soit très basse. C'est presque impossible. La lave est rouge, le ciel est bleu, je regarde sympa avec mes vieux. Pas mal, hein? Mais le fait est que la lave n'est pas forcément toujours rouge. Tu peux en avoir la preuve en regardant celle qui s'écoule du volcan Kawah Ijen, situé en Indonésie. Elle a une couleur rouge caractéristique pendant la journée, mais la nuit elle se teinte d'un bleu luminescent. Aucun mystère là-dedans, juste des tonnes d'acide sulfurique. Le cratère de ce volcan contient aussi le plus grand lac acide du monde. L'eau turquoise te donnerait presque envie de piquer une tête, mais tu as probablement déjà compris que ce n'est pas recommandé. Le feu de ce volcan est lui aussi bleu. Et c'est le plus grand feu bleu du monde. Il peut atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Dans certains endroits, l'eau peut ressembler à du verre. Les étangs de sel blanc ressemblent à des fenêtres ou même à des entrées vers un monde souterrain. Ils doivent leur apparence à l'évaporation du sel. On trouve ces lacs en France et en Inde. Mais les étangs salés de Cargill, dans la région de la baie de San Francisco, sont plus hallucinants encore en raison de leur couleur éclatante. Les nuances varient. Tu verras du bleu profond, du vert gazon, de l'orange, du rouge écarlate, du vermillon et même du magenta. Ces différences de couleurs sont dues au taux de salinité et aux minuscules micro-organismes qui vivent dans ces étangs. Sur le rivage de la mer Baltique, dans le district de Kaliningrad, en Russie, il y a un parc national énigmatique appelé la forêt dansante. Les pins y sont tous vrillés et tordus. La forêt n'est apparue qu'au début des années 60, lorsque les pins ont été plantés pour rendre le sable des dunes de cette zone un peu plus stable. C'est probablement l'instabilité du sable qui a fait que ces arbres ont poussé comme ça. Une autre raison pourrait être la puissance des vents. Certaines personnes affirment que tout cela est lié à un phénomène surnaturel. Elles disent que cette forêt est un lieu où les énergies positives et négatives se rencontrent. Les habitants croient que si quelqu'un grimpe dans l'un des anneaux de ces arbres, cela ajoutera une année supplémentaire à sa vie. Le bourdonnement de Taos au Nouveau-Mexique rend les habitants de cette ville fous depuis les années 1990. Un tel bourdonnement à basse fréquence ne te permet pas de dormir normalement.
Des scientifiques ont essayé de trouver la source du bourdonnement, mais ils ont échoué. Ils l'ont attribué à des appareils mécaniques et même à des animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, était lié au poisson-crapaud. Différentes variations du bourdonnement ont également été entendues au Royaume-Uni, en Australie et dans certaines régions des États-Unis. Heureusement, seulement environ 2% de la population mondiale peut l'entendre. Les nuages noctulescents, ou nuages nocturnes lumineux, sont très rares, car premièrement, ils ne se forment qu'en été. Et deuxièmement, on peut les voir qu'à des latitudes comprises entre 50 et 70 degrés, au nord comme au sud. Pour voir ces nuages, le soleil doit déjà être sous l'horizon. Mais les nuages doivent être encore frappés par le soleil. C'est possible pour les nuages les plus élevés qui sont situés à environ 80 km d'altitude. Nous ne pouvons pas les voir pendant la journée car ils sont trop pâles. Les cercles de fées, également connus sous le nom de rondes sorcières, sont d'énigmatiques formations annulaires de champignons qui apparaissent dans les prairies et les zones forestières. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces champignons parviennent à former des cercles presque parfaits. Mais les superstitieux prétendent que des fées brûleraient le sol en dansant, provoquant une croissance rapide des champignons alentour. En fait, c'est en partie vrai. Ces champignons poussent dans des endroits où l'herbe s'est flétrie. L'Amazone, l'un des plus longs fleuves de notre planète, s'étend sur 6500 km, ce qui représente une distance supérieure à celle qui sépare Vienne de New Delhi. Mais il y a un fleuve en Amérique du Sud qui surpasse doublement l'Amazone. Premièrement, il est plus large. Deuxièmement, personne ne l'a jamais vu. Il s'agit du jumeau enfoui de l'Amazone, le Rio Hamza, et il s'écoule à 4 km sous terre. Les scientifiques l'ont découvert il y a 10 ans, en 2011. Ne cligne pas des yeux ou tu manqueras ce phénomène météorologique des plus rares. Les sprites rouges sont des décharges électriques dans le ciel qui ressemblent un peu à des aurores. Elles sont super puissantes, environ 10 fois plus que les éclairs ordinaires. Mais elles ne durent que quelques secondes. On les a photographiées pour la première fois en 1989 et il existe encore très peu de photos et d'enregistrements vidéo de ces éclairs. Pour faire une vidéo qui puisse montrer nettement les sprites rouges, il faudrait environ 7000 images par seconde. Personne ne s'attendait à une tempête aussi forte. Regagner la côte est trop dangereux à cause des vagues et des vents violents. Mais soudain, tu remarques une petite île verte à quelque distance. Avec ton ami, vous vous trouvez à environ 40 km de la côte du Brésil. Vous étiez en train de pêcher et n'avez pas remarqué les nuages noirs qui s'amoncelaient dans le ciel bleu. Vous vous approchez de l'île inconnue et vous apercevez les gardes-côtes derrière vous. Les hommes vous crient quelque chose, mais tu ne comprends pas ce qu'ils disent à cause du tonnerre qui fait rage. Ils nous disent de ne pas nous approcher de l'île, te dit ton ami. Malgré l'avertissement, vous naviguez quand même jusqu'à elle, car vous n'avez pas d'autre solution. Tout autour de l'île, tu remarques des rochers pointus qui sortent de l'eau comme des couteaux dans l'obscurité. Tu réalises maintenant ce contre quoi les gardes-côtes t'ont mis en garde, mais il est trop tard. Ton bateau heurte un rocher. Le fond est percé. Vous commencez à couler. La pluie et le vent sont de plus en plus violents. Vous tombez tous les deux par-dessus bord, puis tout devient noir. Au matin, le soleil brûlant et ta bouche sèche te réveillent. Ton ami et l'épave du bateau gisent non loin. Apparemment, il va vous falloir attendre l'arrivée des secours pour repartir d'ici. Maintenant, à la lumière du jour, tu constates à quel point la côte de l'île est dangereuse. Elle est tout entourée de rochers et vous avez de la chance d'avoir survécu. Vous en aller d'ici sera difficile. Avec ton compagnon, vous décidez de chercher des noix de coco et des bananes. Ton ami fouille dans l'épave et en sort un sac de médicaments. Puis, tous les deux, vous quittez la plage de sable et pénétrez dans la jungle. Au bout de quelques pas seulement, tu entends un sifflement étrange. Tu regardes ton ami, ses yeux sont remplis d'horreur. Un frisson parcourt ton dos. Tu sens quelque chose qui rampe sous tes pieds. C'est comme si le sol était vivant. Tu baisses les yeux et ce que tu vois, ce sont des serpents. Il y en a des dizaines. Ils s'enroulent autour de tes jambes, se glissent entre les arbres, il y en a partout. Ne bouge pas, te dit ton ami. Je crois que je sais où nous sommes. Tu veux lui poser une question, mais la peur t'empêche de parler. Il devine ce que tu voulais dire et répond à ta question. Nous sommes dans l'un des endroits les plus dangereux sur Terre, l'île aux serpents du Brésil. Ce ne sont pas des serpents ordinaires, il s'agit de trigonocéphales insulaires, l'un des reptiles les plus venimeux au monde. On ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète, seulement sur cette île. Ils ont évolué ici naturellement, sans l'intervention d'autres espèces de serpents. Cela a rendu leur venin 5 fois plus puissant que celui des vipères ordinaires. Ils sont pratiquement les seuls propriétaires de ce lieu. Tu ne trouveras nulle part ailleurs dans le monde une telle concentration de reptiles rampants sur un si petit bout de terre. Et maintenant, ils sont heureux car 2 copieux repas viennent d'arriver.
Vous avez peu de chances de survivre, mais vous allez essayer. La première chose que tu dois faire, c'est sortir de ta stupeur et trouver un solide bâton. C'est le meilleur outil dont tu puisses disposer pour l'instant. Si tu tombes sur un serpent venimeux, le mieux à faire est de reculer lentement. Mais là, ils sont bien trop nombreux, et ils sont agressifs et affamés. Avec ton ami, vous repoussez les serpents avec vos bâtons, mais il y en a de plus en plus. L'un d'eux tombe d'un arbre sur ton épaule et te mord au cou. Le poison pénètre instantanément dans ton sang et affecte tes muscles. Tu as l'impression que ton corps est en train de fondre. Il t'est difficile de bouger et ton cou se met à gonfler. Ton ami t'attrape et t'emmène au plus profond de la jungle. Ici, parmi les arbres, vous voyez un vieux phare. Le bâtiment détonne vraiment dans ce paysage. Une fois par an, les gardes-côtes s'y rendent. Ton ami défonce la porte et te dépose par terre. Tu as peur de ne pas pouvoir survivre à la morsure, mais heureusement, ton ami est médecin. Il t'injecte l'antidote nécessaire et te sauve la vie. Tu as quelques minutes pour te reposer avant qu'un autre danger ne survienne. Ton ami te dit que ces serpents uniques au monde sont apparus ici il y a des milliers d'années. Cette île a longtemps fait partie du Brésil, puis des crues gigantesques l'ont séparée du continent. Cette partie de la Terre s'est retrouvée coupée du monde, ce qui a favorisé la formation d'un écosystème unique. Les vipéridés qui vivaient ici ont lentement évolué pour devenir des trigonocéphales insulaires. Et ceux-ci sont rapidement devenus les maîtres de l'île, éliminant tous les autres animaux. Mais comment ont-ils réussi à survivre sans nourriture, séparés du reste du monde ? Ils y sont parvenus grâce à la nature et à l'évolution. Cette île est un point de transit pour de nombreux oiseaux. Ils s'arrêtent ici pour se reposer lors de leur longue migration. Et ils servent de repas aux serpents. Autrefois, une morsure de serpent ne faisait presque rien aux oiseaux. Effrayés, ils s'envolaient, laissant les serpents sur leur faim. Mais en évoluant, ces créatures rampantes ont développé un poison si puissant qu'une seule morsure suffit maintenant pour qu'un oiseau ne puisse plus jamais repartir. Il existe aussi une légende selon laquelle un pirate aurait caché un trésor ici il y a très longtemps. Et pour que personne ne le découvre jamais, il aurait introduit ces serpents, les gardiens de son or. Bien sûr, personne ne trouvera jamais ce coffre légendaire, mais l'île demeure aujourd'hui encore attrayante pour les pirates modernes. Les trigonocéphales insulaires sont une marchandise précieuse, et des personnes mal intentionnées se rendent souvent ici pour chasser ces reptiles. C'est pourquoi il y a toujours des gardes-côtes autour de l'île. Il est interdit de visiter cet endroit. Et même si quelqu'un parvient à passer les gardes, il devra affronter les rochers. Seuls des biologistes et des scientifiques ont le droit de s'y rendre pour étudier la faune locale. Mais une condition essentielle à toute visite est la présence d'un médecin dans l'équipe qui administrera l'antidote en cas de morsure. Alors voilà, il y a des pirates et des dangereux serpents sur cette île, mais ce n'est pas tout. Il y a pire. Tu entends des bruissements dans tout le bâtiment. Des milliers de petites pattes pianotent sur les murs et le sol. Tu regardes autour de toi et tu vois des centaines de cafards géants. Certains font la moitié de ta main. Ils se glissent sous tes vêtements. Avec ton ami, vous hurlez de terreur et vous vous précipitez hors du phare. Bientôt, vous atteignez la rive et tombez dans l'eau. Il semble qu'il n'y ait plus un seul cafard sous ta chemise. Mais ce n'est pas fini. Tu entends un étrange bourdonnement. Tu regardes autour de toi et tu vois un nuage sombre se former dans le ciel. Ce sont des sauterelles. Des milliers d'insectes volants se dirigent vers toi. Pour les éviter, tu plonges sous l'eau et tu attends que le nuage passe. Tu remontes à la surface et tu nages jusqu'au rivage. Heureusement, il n'y a presque pas de serpents ici. Vous avez peur de vous approcher de la jungle et vous attendez pendant des heures l'arrivée des secours. Tu dessines nerveusement quelque chose dans le sable et tu te promets de ne jamais revenir dans cet endroit. Enfin, vous apercevez le bateau des sauveteurs. Vous leur dites que vous êtes arrivé ici par accident. Ils vous croient et vous évacuent de l'île. Pendant que vous vous éloignez, tu penses à ce qui se passerait si tous ces serpents venimeux apparaissaient soudain dans un village ou une petite ville. Il est difficile d'imaginer le genre de problème auquel les gens seraient confrontés. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Il existe un endroit sur Terre où les humains doivent partager leur quotidien avec des cobras venimeux. Mais cela ne pose pas de problème. Dans ce village, les gens vivent en paix et en harmonie avec les reptiles. Bienvenue au village de Sheptal en Inde. Cet endroit a une population d'environ 2600 habitants et il est situé dans la jungle. Il y fait très chaud, les gens y sont accueillants et sensibles. Si tu entres dans une maison, tu verras quelque chose qui te semblera impossible. Le cobra royal, dont le venin est l'un des plus dangereux au monde, rampe tranquillement parmi les meubles et mange les œufs et la viande que les gens lui donnent.
Il y a même un coin spécial où le reptile peut se reposer du soleil brûlant, boire de l'eau et grignoter. Les habitants aiment le cobra comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. Dans ce village, ces serpents sont partout. Ils entrent dans les maisons et les écoles, rampent le long des rues et te tiennent compagnie pendant le dîner. Les gens les considèrent comme des résidents à part entière. Ils les adorent. Les cobras sont habitués aux hommes et ne les perçoivent pas comme dangereux. Et le plus cool, c'est qu'il n'y a jamais eu d'accident tragique dans ce village à cause d'une morsure. Il n'existe aucun autre endroit au monde où les cobras vivent en telle harmonie avec les gens. Place au direct, avec une nouvelle de dernière minute. Tous les serpents ont soudainement disparu. Si tu voyais cela aux informations, que penses-tu qu'il se passerait? Eh bien, Voldemort ne serait certainement pas ravi d'entendre ça, et les autres serpentards non plus. Poudlard aurait 3 maisons au lieu de 4. Le Fourchelan ne servirait plus à rien. Ok, les fans de Harry Potter, revenons à la réalité. Comment cela nous affecterait-il? Voyons d'abord le bon côté des choses. Les personnes souffrant d'ophidiophobie, c'est-à-dire de la peur des serpents, seraient profondément soulagées. Nous sommes tous d'accord pour admettre que les serpents ne sont pas les animaux préférés de tout le monde. Certains sont venimeux, ceux qui ne contribuent pas à arranger leur réputation. On oublie souvent que ces animaux préfèrent généralement battre en retraite lorsqu'on les rencontre. Ils peuvent se mettre sur la défensive s'ils se sentent menacés, mais lorsqu'on les laisse en paix, ils n'ont aucune envie de se frotter à nous. Enfin, essaye toujours d'expliquer ça à des personnes atteintes de phobie. Désormais, elles pourront pratiquer des activités de plein air, telles que l'escalade, comme tout un chacun. Néanmoins, nous aurions bien d'autres soucis en l'absence de ces serpents. La structure d'un écosystème fonctionne comme un mécanisme bien huilé. Chaque espèce y joue un rôle important. Et si l'une d'entre elles se met à faire défaut, les autres en seront affectés. Les serpents ne font pas exception à la règle. Ils se nourrissent principalement de souris ou de rats. Ils aident à contrôler les populations de rongeurs et d'autres petits mammifères. Ce qui est également important pour enrayer la propagation des maladies. Il n'y a qu'à repenser à la propagation de la peste à l'époque médiévale. L'élimination de tous les reptiles pourrait entraîner un désastre similaire. Savais-tu que la peste bubonique n'avait jamais complètement disparu? Elle a également été observée à l'époque moderne, à Madagascar par exemple, en 2008. Il est donc bon d'avoir quelques serpents pour nous protéger de pareilles épidémies. Les serpents sont d'excellents chasseurs. Ils tendent des embuscades à leurs proies en utilisant leur sens surdéveloppé afin de les débusquer et de les traquer. Ils sont extrêmement mobiles, peuvent se faufiler dans des fissures, ramper sur des parois rocheuses et même nager. Certains sont même capables de voler. Enfin, en quelque sorte, les serpents volants ne peuvent pas vraiment prendre d'altitude, mais ils peuvent planer. Ils exploitent l'élan de la chute libre et les contorsions de leur corps afin de se laisser porter par les flux ascendants. Ils peuvent donc attraper leur proie de différentes manières. Si nous imaginons un monde sans eux, cela nous conduira à une autre phobie. Permets-moi de te présenter la musophobie. Il s'agit de la peur des souris et des rats. Les personnes atteintes de cette phobie auront bien du mal à supporter tous ces rats qui gambadent en liberté, puisqu'il n'y a plus de serpents pour les manger. Sans compter qu'un seul couple de rats peut engendrer 1 million de descendants en l'espace d'une seule année. Bonjour les dégâts sur les cultures. Une surpopulation de rongeurs peut entraîner une pénurie de nourriture globale et une concurrence acharnée pour les ressources. Comme une petite ambiance de Hunger Games, tu ne trouves pas? Et les souris ne seraient pas notre unique problème. On peut aussi ajouter les insectes à la liste. Là encore, sans serpents, ils envahiraient nos rues. Les reptiles jouent également un rôle important dans l'ordre naturel et la chaîne alimentaire en tant que proie. Les serpents manqueraient beaucoup aux mangoustes, aux aigles et autres rapaces. En fin de compte, certaines populations de grands mammifères déclineraient à leur tour, ce qui pourrait conduire à l'extinction de quelques espèces. Ensuite vient la médecine. Ces créatures manqueraient aux scientifiques et aux chercheurs. Le venin de serpent est la clé du développement de certains remèdes. Par exemple, certains médicaments contre le diabète et les maladies cardiaques ont été dérivés du venin de serpent. Les patients qui en ont besoin seront donc également impactés. Quand on parle de serpent et de médecine, il y a autre chose qui vient à l'esprit. C'est le Botox. S'agit-il vraiment de venin de serpent?
Non, le venin employé dans ces injections pour la peau ne provient pas de l'animal en lui-même. Il s'avère que ce composant est surnommé le Senheike. Il s'agit d'un ingrédient synthétisé par l'homme et conçu pour imiter les effets du venin de vipère des temples. Maintenant, imaginons ce que serait la vie sans les serpents. On commence par le premier jour. Les gens ne remarquent pas immédiatement l'absence de ces créatures. Ainsi, au cours de la première semaine, et particulièrement dans les villes, les gens ne se rendraient pas compte que tous les serpents ont disparu. Les gardiens de zoos pourraient commencer à paniquer. Les nouvelles de la disparition de nombreux serpents dans les vivariums feraient la une. La sécurité aurait beau examiner toutes les images de vidéosurveillance, ils seraient choqués de découvrir que les serpents ont disparu dans la nature. Après la diffusion de cette nouvelle, les autorités diligenteraient probablement une enquête pour vérifier s'il reste encore le moindre serpent dans le pays. Le problème deviendrait ensuite mondial. Une commission internationale serait créée pour enquêter sur ce qui a pu arriver à ces reptiles et sur ceux qui pourraient être faits y remédier. Le temps que les autorités et la population comprennent la gravité de la situation, les écosystèmes commenceraient déjà à changer. Les gens vivant en milieu urbain pourraient ne pas être directement affectés au cours des premiers mois. Mais par la suite, ils verraient plus de souris dans leurs maisons et dans leurs rues. Environ 500 000 souris résident dans le réseau de tunnels du métro londonien, par exemple. Le nombre peut varier, mais de très nombreux rongeurs vivent dans les grandes villes, et ceux-ci deviendraient bien plus hardis. Tu n'aurais qu'à ouvrir un placard de cuisine pour tomber sur une souris qui te scrute, blottie derrière un pot de beurre de cacahuète. De nouvelles opportunités de carrière se présenteraient, car la demande de logement à l'épreuve des rongeurs monterait en flèche. Les autorités pourraient introduire de nouvelles taxes en vue de lever des fonds pour faire face à cette nouvelle situation. Après tout, elles devraient fournir aux gens des lieux de vie sûrs. Bien entendu, les villes ne seraient pas les seules à être affectées par l'absence de serpents. Les campagnes auraient encore plus de problèmes. Sans serpents, le nombre d'animaux nuisibles augmenterait. Ceux-ci commenceraient à détruire les cultures et les habitats d'autres animaux, et les agriculteurs auraient de sérieux problèmes. Les institutions devront soutenir les cultivateurs et trouver des moyens de protéger l'environnement, ce qui devrait être leur priorité absolue. Les chercheurs et les scientifiques, quant à eux, devront assumer une immense responsabilité. Peut-être recréeront-ils des serpents en laboratoire, qui pourraient être aussi nutritifs que les vrais. Ainsi, des rapaces comme les aigles pourraient les chasser et continuer à prospérer. Ce à quoi ressembleraient ces serpents artificiels demeure un mystère. Je ne peux pas me le figurer et je te laisse le soin de l'imaginer. Si nous avancions de 5 ans depuis le premier jour du monde sans serpents, nous serions confrontés à une planète entièrement changée. Peut-être aurions-nous même une journée spéciale pour cela. Le 5 anniversaire du monde sans serpents. Les différences seraient évidentes, mais d'ici là, les gens se seraient probablement habitués à vivre dans un tel monde. Certains restaurants auraient déjà modifié leur menu. Adieu la soupe de serpent hongkongaise. Ensuite, de nouveaux musées seraient consacrés aux serpents. On pourrait y lire l'histoire de leur évolution et y admirer leurs fossiles. Tu t'arrêteras peut-être à la boutique de souvenirs du musée pour acheter un stylo en forme de serpent pour ton pote. Enfin, nous serions encore en train de chercher des alternatives au venin de serpent dans le domaine de la médecine. Certes, ce serait un soulagement pour les personnes qui présentent des réactions allergiques à leurs morsures. Mais ces animaux sont indispensables à certaines études et à certains médicaments. Les chercheurs se préoccuperaient donc encore de trouver des alternatives capables de remplacer le venin de serpent. Si nous avancions de 200 ans, nous verrions un monde où les gens ont complètement accepté que les serpents ont disparu pour de bon, à tel point que les plus jeunes sauraient seulement qu'un animal nommé serpent a autrefois vécu sur cette planète. Ils apprendront à connaître cet animal dans les livres d'histoire et les vidéos d'archives. Les livres de coloriage représenteront chiens, chats et poulets, mais pas de serpents. Les créatures mythologiques comme Méduse la Gorgone et Chaméran deviendraient encore plus fascinantes. Oh, et nous ne comparerions plus une personne sournoise à un serpent. Il y aurait un nouveau sobriquet pour eux. Nous avons en tout cas survécu à l'ère glaciaire, aux météorites et à bien d'autres défis. Alors nous trouverons probablement une solution. Croisons les doigts pour que ce scénario ne devienne jamais réalité. As-tu une autre idée de la façon dont les événements pourraient se dérouler dans...
Attention, monstre droit devant. Ce n'est pas la meilleure chose à voir écrite sur un vieux panneau en bois lorsque l'on vient de rentrer dans une forêt tropicale, n'est-ce pas? Tu es un chasseur de trésors professionnel et un explorateur de la vie sauvage. En ce moment, des braconniers à l'air méchant te poursuivent. Mais ce ne sont que des amateurs. Tu pars à gauche, tu te caches, puis tu cours à nouveau. Ça marche à chaque fois. Mais pourquoi ces gars criaient-ils autant? Retour aux choses sérieuses. Depuis plusieurs années, tu es à la recherche d'un coffre de pirate. À l'intérieur, un médaillon royal vieux de 300 ans. Et d'après cette vieille carte, le coffre se trouve quelque part ici, dans cette jungle. Des oiseaux qui gazouillent, des insectes affamés, des singes qui crient, mais surtout, personne de trop affamé, j'espère. Tu marches jusqu'à la rivière et tu te figes. Soudain, le silence total. Pas un bruit, sauf celui de la rivière. À ce moment-là, le silence est rompu. Quelque chose se faufile derrière toi, c'est sûr. Tu te retournes et tu vois le corps d'un long et gros serpent. Tu lèves lentement la tête, deux énormes crocs pendent juste au-dessus de tes yeux. Et une longue langue fourchue te lèche doucement le nez. Au fond de la langue, il y a une bouche profonde et sombre qui ressemble à un trou noir. Tu y tiendrais sans problème. Tu fais un pas en arrière et tu trébuches sur un rocher. Tu tombes. Et c'est la dernière chose dont tu te souviens. Ensuite, le noir. On dirait que tu vas rester là un moment, le temps de découvrir quel est le monstre que tu viens de rencontrer. Je te présente Titanoboa. C'est le plus grand serpent qui ait jamais vécu sur Terre et le plus grand vertébré terrestre après les dinosaures. Il fait 13 mètres de long. C'est comme 7 adultes ou plus de la moitié d'un wagon de métro. Et il peut peser jusqu'à 1,5 tonnes. Tous les pythons et anacondas modernes sont des descendants de cet ancien reptile qui vivait il y a 60 millions d'années. Sauf celui-ci apparemment. Ce serpent n'est pas vraiment venimeux, mais il utilise ses longs crocs pour attraper de la nourriture. Et sa mâchoire est juste stupéfiante. Imagine une voiture vide écrasée par le pont de Brooklyn. C'est ce que l'on ressent quand on est le casse-croûte d'un Titanoboa. Mais revenons à toi. Le Titanoboa était sur le point de te regarder de plus près, mais tu es tombé et tu t'es évanoui. L'énorme serpent ne s'attendait pas à ce que son repas soit aussi copieux. Il renifle ton corps, le regarde de haut en bas. Tu n'es pas une menace, donc il n'a pas besoin de te serrer avant. Le serpent ouvre sa grande bouche et commence à avaler. Les serpents ont une mâchoire spéciale divisée en plusieurs parties. Elles sont reliées par des ligaments et des muscles. Les serpents peuvent donc ouvrir la gueule en grand, je veux dire grand. Mais aujourd'hui, Titanoboa n'a pas besoin de faire tant d'efforts. Gloops! Les Titanoboa utilisent leurs énormes crocs pour faire passer la nourriture au fond de leur gorge. Pendant qu'il avale, le Titanoboa aime utiliser sa salive pour enduire son repas de gras et le rendre plus glissant. Et donc, beaucoup plus facile à avaler. Peu à peu, tu disparais de la vue. À ce stade, tes vêtements sont trempés. Quelques minutes plus tard, tu as été englouti et le serpent a l'air vraiment plus gros. Et c'est à ce moment que tu te réveilles. Mais au fait, comment pouvons-nous savoir ce qui se passe alors? Eh bien, un type en combinaison de protection intégrale a essayé de pénétrer dans un anaconda exprès. Le noir. Tu ouvres les yeux et tu prends une profonde respiration. Un liquide désagréable entre un peu dans ta bouche et tu tousses. Il est difficile de gratter ton nez qui te démange, car tu es coincé de tous les côtés. Oui, notre Titanoboa a une gorge super musclée. Au début, tu paniques. Qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu? Tu cries, mais aucun bruit. Ça ne sent pas vraiment bon là-dedans, et c'est là que tu réalises où tu es. Tu ne peux plus voir la lumière du jour. Oh! Ensuite, tu ressens comme un étrange balancement d'un côté à l'autre. Le Titanoboa est en mouvement. Un python peut digérer son déjeuner en quelques semaines. Tout dépend de la taille du repas. Ce Titanoboa vient de manger une collation relativement petite qui ne devrait pas lui prendre plus de quelques heures. Mais il y a une bonne nouvelle. Comme tu n'es pas si grand que ça, tu as au moins un peu d'espace pour gigoter. Tu mets la main dans la poche de ton pantalon. Tes vêtements, tes mains sont trempés collants. Bien sûr, tout ce que tu avais d'autre avec toi est également mouillé. Ta carte, tes allumettes, ta barre de céréales. Signalons tout de même qu'il n'y a pas beaucoup d'air à l'intérieur de cet énorme serpent. Tu dois économiser ton oxygène. Enfin, tu sors ta lampe de poche étanche. Et oui, elle fonctionne encore. On dirait une petite pièce rouge sans porte ni fenêtre. Et soudain, cela te frappe. Ton téléphone. Tu arrives à le toucher. L'écran est fissuré, mais il fonctionne toujours. Mais tu n'as que 4% de batterie.
et il n'y a pas de signal. Tu penses à la fusée de signalisation attachée à ta cheville, celle que tu utilises pour éclairer une grotte sombre et tout ça, mais tu ne peux pas l'atteindre. Tu utilises toute ta force pour plier tes genoux, mais tu n'y arrives pas. Soudain, tu remarques que tu as arrêté de bouger. Les serpents aiment ramper vers un lieu de repos sûr après avoir mangé un gros repas. C'est alors qu'ils commencent à libérer plus d'enzymes pour l'aider à digérer son trophée. Tu as une chance d'atteindre la fusée, mais tu dois détendre tout ton corps. Tu arrêtes de bouger et tu commences à respirer lentement. Tu sens que les parois autour de toi commencent à se détendre aussi. Tu as 1 seconde pour te baisser et atteindre la fusée. Lorsque tu y parviens, ta main glisse le long de ta jambe, passe le genou, et oui, tu y es presque. Tu attrapes ta cheville, mais il n'y a rien. Elle a dû se détacher pendant que tu courais dans la forêt tropicale. Quelques heures passent. Tu es complètement au fond de l'estomac de Titanoboa. Les serpents ont des enzymes puissantes qui peuvent digérer toutes les parties d'un animal. Donc il ne devrait pas avoir de problème pour en finir avec tes vêtements et tes chaussures. Tu touches ce qui t'entoure avec tes mains. Tu peux peut-être trouver quelque chose pour t'aider. Un os d'un repas précédent, n'importe quoi. Tes doigts frôlent quelque chose, un objet dur et rond. Tu arrives à mettre la torche dessus. Oh non, ce n'est pas vrai. C'est justement le médaillon royal que tu cherchais. Ce Titanoboa doit être bien plus vieux que tu ne le pensais. Il a dû prendre un savoureux goûter de pirate il y a environ 300 ans. Comment ce serpent a-t-il pu survivre si longtemps? Un bon régime alimentaire, beaucoup d'exercices? Impossible de s'échapper de là. Tu décides d'écrire un dernier message sur ton téléphone en espérant que quelqu'un le trouvera quand tout cela sera terminé. Tu écris que tu aimes ta famille et que tu as vécu une vie heureuse et pleine d'aventures. Tu commences à pleurer, non pas par tristesse, enfin un peu, mais surtout parce que les enzymes te piquent les yeux. Voilà, c'est fait. Tu remets ton téléphone dans ta poche et tu serres bien le médaillon. Tu l'as trouvé, tu as quand même vraiment du bol en ce moment. Tu fermes les yeux et tu commences à te sentir un peu fatigué. Puis ton téléphone vibre. Quelqu'un t'a envoyé un SMS. Cela signifie que tu as enfin capté un signal. Tu appelles à l'aide et tu dis que tu as été avalé par un énorme serpent. Tu es sauvé, mais il ne te croit pas et raccroche. Encore un farceur. Tu rappelles, mais ta batterie est morte. Un instant plus tard, le serpent recommence à bouger. Tu entends des bruits étranges venant de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux sentir les muscles du serpent se tendre comme s'il se préparait à foncer. Quelques secondes passent, puis le serpent se détend soudainement. Tu entends des voix humaines, tu essaies de crier, mais tu es à l'intérieur du serpent, donc... Vlan! Une main humaine attrape ta tête, une autre main te saisit par l'épaule et commence à tirer. Quelqu'un est venu pour te sauver. Tu passes à travers la gorge de la bête et après quelques minutes, l'obscurité disparaît et la lumière du soleil frappe tes yeux. Tu es libre. Pourquoi avoir fui? On essayait de te prévenir. Waouh, ce type me dit quelque chose. C'est le gars qui te poursuivait tout à l'heure. Il s'avère que ce n'était pas un braconnier, c'était un guide local. Apparemment, les locaux sortent toujours les touristes perdus de l'estomac de Titanoboa. Ils donnent généralement au serpent quelque chose pour le faire dormir, puis ils tirent. Tu embrasses tes sauveurs et tu les remercies pour leur aide. Tu ne retourneras jamais dans cette forêt tropicale, c'est sûr. Avertissement, monstre droit devant. Un sourire se dessine sur ton visage et tu tends la main vers ta poche pour sentir le doux médaillon d'or. Non, il a dû tomber.